Il y a la justice que nous connaissons, RCN, justice et démocratie, mais il y a ce que j'appelle la justesse. La justesse, c'est rendre juste, justifier. Justifier, c'est rendre juste. Il ne faut pas seulement condamner, il faut rendre juste. C'est-à-dire qu'il faut rectifier, ramener les gens à l'humain. Et ça, c'est un travail qui n'est pas fait, d'après moi, qui n'est pas bien fait au Rwanda actuellement. Parce que pour moi, c'est ce que nous appelons le travail de éducation à l'humain. Ubuntu en Kinyarwanda. Ubuntu, l'humain, ça veut dire la bonté et la gratuité. Et la bonté, quelqu'un est bon quand il est sain de corps, de cœur, d'intelligence et d'esprit. Donc il est bon, il goûte bon. Et cette bonté va se communiquer dans les organes de la société. Parce que quand il est bon de corps, il travaille à une économie juste. Quand il est bon de cœur, il travaille à une gouvernance juste. Quand il est bon d'intelligence, il va travailler à une culture juste. Et quand il est bon d'esprit, il va travailler à des relations sociales justes. Donc, cette bonté-là devient gratuité. Et ce sont les deux termes du mot bonté, du mot humain en Kinyarwanda. Et l'humain, il est bon et il est don. Or, ça, c'est vraiment l'éducation. C'est très important parce que justement, ça rappelle à l'humain qui il est. Sinon, si vous ne leur rappelez pas qui ils sont, ils vont continuer dans ce sens-là. Et donc, pour moi, la justice, c'est un rappel d'humanité. C'est un rappel d'humanité. Il faut rappeler aux gens qu'un humain ne fait pas n'importe quoi. Sinon, il perd son nom. Donc, pour lui rendre son nom, il faut le juger. Et juger quelqu'un, c'est le ramener au milieu des humains, en fait. C'est de lui dire, voilà, tu es un humain, tu n'es pas identifié au crime que tu as commis. Alors, la justice essaie de mettre une distance entre toi et ton crime. Donc, c'est fondamental, sinon les gens continuent dans le même sens. Briser le cycle de violence, c'est parler de la violence qu'on a vécue. Si je crois que la violence se poursuit quand elle n'est pas dite, quand elle n'est pas nommée, quand elle n'est pas dénoncée par tout le monde. Il y a plusieurs niveaux. Je peux dire par exemple qu'au niveau de la population locale, et par exemple dans ma région à moi, les gens, parce qu'il y a une justice de proximité qui dans le passé était vraiment le socle même de la justice burundaise. Pour aller jusqu'à la justice des tribunaux, il fallait avoir commis des crimes, mais surtout des crimes de sang. Mais pour les autres délits, les vols, les pillages et tout, ça, on n'avait pas à aller jusque dans les tribunaux. Parce qu'on partait déjà du principe que les tribunaux ne peuvent pas connaître la vérité parce que la vérité, c'est l'entourage qui connaît, puisque les délits ont été commis là, sur place, et que vous ne pouvez pas mentir puisque les gens sont témoins de ce que vous avez fait. Et même par rapport à 93, et à la guerre de 93, parce qu'il y a eu des tueries, des assassinats, mais il y a eu aussi des pillages, ce qu'on peut appeler des crimes mineurs. Et les gens, les Washinganha et donc les sages des collines, ont rendu justice par rapport à ça. Je sais que chez moi, par exemple, mais il y avait des gens qui avaient pillé les biens de ceux qui avaient fui. Et quand ils sont revenus, ils ont dit, OK, la vache de tel, c'est toi qui l'as pris. Oui. Alors, bon, tu l'as pris sans le lui demander, donc tu as volé. Si sa personne est d'accord, tu lui demandes pardon et puis tu lui remets 2 vaches. La vache que tu lui as prise et l'autre en compensation parce que tu l'as pris sans qu'on te le donne. Et dans beaucoup de cas, les victimes ont dit non, qu'ils me remettent la mienne pour l'autre, et là, c'est pas grave. Et bon, on continuera de toute façon à vivre ensemble. Quand il aura brassé sa bière, il me donnera une bouteille comme on faisait avant. Donc, de fait que les victimes ont été reconnues, qu'on a reconnu que les victimes avaient été lésées, les victimes, souvent, l'humanité revient très vite. Parce que je pense que pour les victimes,
ce n'est pas tellement la réparation qui importe, c'est surtout la reconnaissance du tort. Que la victime sache qu'on a reconnu qu'on lui a fait du tort. Alors, s'il y a moyen de réparer, on répare, mais s'il n'y a pas moyen de réparer, à la limite, la victime peut vivre avec ça. En fait, si vous ne faites que condamner, vous n'avez rien compris. Et vous n'avez rien résoudre. Vous n'allez rien résoudre. Parce que vous allez prendre parti, justement. Quand vous condamnez, vous prenez parti. Soit disant pour le bien contre le mal, mais c'est déjà un parti. La vie, elle est remplie de bien et de mal. Hein? Un bien qui se transforme en mal le lendemain, un mal qui se transforme en bien le lendemain. Donc il faut être au-delà du bien et du mal pour vraiment rendre justice. Et c'est là, comprendre qui est l'humain, comment il fonctionne, comment il tombe en panne et comment il se répare. Quand vous n'avez pas compris cela, vous ne pouvez pas aider les humains. Donc il faut comprendre d'abord. Et par rapport à chez moi, il y a aussi le problème de l'impunité qui joue énormément parce que on se dit, même ceux qui ont commis des crimes de masse avant nous n'ont pas été punis pour ça. Ils n'ont pas payé. Donc, je peux aussi le faire. C'est comme si, avec l'impunité, les crimes deviennent légitimes. Moi, je dis qu'il faut toujours faire du malheur un tremplin pour aller plus vite vers l'humain. Parce que pour moi, la souffrance est comme la gardienne. Et elle nous garde dans le droit chemin. Quand tu es dans le droit chemin, tu ne souffres pas. C'est ce que j'appelle le chemin de la sagesse. Quand tu sors du droit chemin, tu vas souffrir. Et en souffrant, tu vas te rappeler le droit chemin. Et en Kinyarwanda, nous disons, Icyago kigisha ubwenge. La souffrance vous apprend l'intelligence. C'est ce que ça veut dire. Donc, tant que vous n'avez pas encore souffert, vous n'êtes pas encore intelligent. Mais quand vous souffrez, vous vous rappelez qui vous êtes et vous vous rappelez le droit chemin. Et c'est pour cela que je dis, un malheur comme le génocide, on peut le retourner. Pour briser le cycle de violence, bon, j'ai d'abord parlé de la justice, mais surtout dans son volet, reconnaître les crimes, rendre justice aux victimes et réparer. Mais il y a aussi le volet justice sociale. Reconnaître les gens dans leurs droits, que chacun ait confiance qu'il est un citoyen à part entière, qu'il ait beaucoup ou peu, il y a droit. Casser la peur latente qui est dans l'esprit de chaque Burundais, qui est demain, il peut perdre tout ce qu'il entreprend. Parce que ça fait que, même au niveau de l'épanouissement, même au niveau de la vision de l'avenir, quand on a toujours peur, quand on se dit tout le temps que demain, les choses vont basculer à nouveau, cette peur entretenue tue les relations sociales. Les bonnes intentions est toujours quelque part très dangereux. Je crois quelque part l'homme est à la fois bon et mauvais. Et surtout en régime. En régime, le dirigeant politique comme l'individu, si on se prend pour victime, en général, on devient des bourreaux. C'est ma conviction. Les Khmerous étaient des victimes, étaient des vraies victimes pendant des années. Ils sont censés représenter des gens, des opprimés. C'est vrai. La société cambodgienne est une société très inégalitaire. Il y avait l'injustice sociale et tout ça. Mais si dans le régime totalitaire, et surtout dans le régime totalitaire, si on se prend pour victime, on devient bourreau parce que on veut effacer tout. On veut faire la revanche. J'ai compris plus tard, en arrivant à Thaïlande, j'ai compris peu à peu que tous les régimes dans l'histoire, même dans l'histoire récente, même l'histoire européenne par exemple, Hitler
étaient les victimes du traité de Versailles, qui ont humilié le peuple allemand. Et Hitler était pour venger, pour mobiliser les Allemands contre le traité anschiste. Ils ont massacré 6 millions de Juifs et d'autres populations pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et je dis que beaucoup de régimes, même Pol Pot, même Lénine, même Staline, même Mao Zedong, étaient des victimes. Quand en dirigeant, quel qu'il soit, se prétend des victimes, il y a beaucoup de gens qui deviennent des bourreaux. Et pour généraliser un petit peu, même l'individu, c'est comme ça aussi. Si vous êtes, même si vous êtes jeune, j'ai rencontré parfois les jeunes comme ça, discuter avec eux, parler de problèmes de victimisation. Je dis que parfois les jeunes qui se droguent ou qui fument ou qui font quelque chose de bêtise parce que certains me disent que voilà, ils ont des relations conflictuelles avec leurs parents. Et quelque part, ils se prennent des victimes. Vous comprenez? Pour venger de la manque de tendresse ou quelque chose, on devient des victimes et on fait quelque chose qui n'est pas bon. Et dans les quartiers difficiles aussi, parfois, on fait l'histoire parce que bon, pendant la croisade, il y a l'injustice quelque part, des chrétiens ou je ne sais pas quoi, et inversement. Mais quand on se prend pour victime, on tue n'importe quoi pour se venger. L'histoire m'apporte toujours quelque part, les faits m'apportent toujours quelque part, c'est pas bon de se prendre pour victime. C'est pour cette raison, pour ma part, je refuse d'être victime. Même les Khmer Rouge, ils ont tué presque tous les miens, mais je suis quelqu'un d'autre, j'essaie de reconstruire moi-même, sans me venger, je n'oublie pas, mais ça fait partie de moi, mais j'ai essayé de reconstruire ma vie dans la liberté et continuer à vivre avec ceux qui m'aiment. Voilà. Oui, et le Burundi a eu plusieurs cycles de violence, déjà dans les années 60, les années 70, les années 90. On agit, on essaie de faire des choses pour essayer de casser le cycle de violence, mais on ne peut pas être sûr parce que, je parlais par exemple des femmes, nous, à notre niveau, nous pouvons essayer d'éveiller la conscience, cette conscience vigilante dont je parlais, pour que, à notre niveau, même si un nouveau cycle de violence arrive, nous soyons déjà conscients que nous n'avons pas à jouer le jeu de ce qui impulse ça. Mais c'est difficile de pouvoir se dire, avec notre action, les cycles de violence vont s'arrêter parce que ce n'est pas nous qui impulsons ces violences. Si c'était les femmes qui étaient la base de ces cycles de violence, on se dirait, on va faire cette action sur les femmes. Et si on arrive à les convaincre, ou tout au moins à convaincre celles qui un jour peuvent diriger, et on aura cassé le cycle. Pour que le cycle puisse être cassé, et que les bourreaux d'aujourd'hui, les victimes d'aujourd'hui ne deviennent pas les bourreaux de demain, il faut un travail en profondeur. Un travail en profondeur sur toute la population, mais plus particulièrement sur l'élite. Sur l'élite, et ce travail en profondeur se fait surtout à travers la justice. C'est l'impunité en grande partie qui fait qu'il y a ces cycles de violence qui reviennent. Si les gens savaient que ceux qui ont fait des violences comme pareilles ont assumé leurs actes, qu'ils ont été traduits en justice. Pas parce que je trouve que le truc d'amnistie, c'est quelque chose qui contribue énormément au cycle de violence aussi. Parce que les gens se donnent à la violence et puis après on dit il y a amnistie. Vous amnistiez qui par rapport à quoi? Donc si vous dites il y a amnistie générale, c'est-à-dire vous considérez que tout le monde est coupable. Non. Et vous prenez tous les coupables, il n'y a pas de responsabilité,
Parce que même les coupables ont des niveaux de responsabilité. Mais vous dites, tout le monde en vrac, il y a amnistie, donc on passe l'éponge et on repart à zéro. Mais il n'y a pas de repart à zéro. Les personnes qui ont été blessées dans leur propre cœur, dans leur propre chair, dans leurs affections, les personnes qui ont perdu les leurs, vous dites, c'est l'amnistie, mais est-ce que vous effacez vos crimes? Mais est-ce que vous effacez la souffrance que vous lui avez infligée? Vous ne lui donnez même pas la possibilité de savoir pourquoi le criminel a fait ça à son endroit. Vous ne lui donnez pas la possibilité de donner lui-même cette amnistie. À la limite, si on établissait les responsabilités et que les victimes, ce sont les victimes elles-mêmes qui disent « Ok, on voit ce qui s'est passé et on a compris ce qui est à la base de ce processus, ce qui a amené ces crimes de masse. Et pour qu'on puisse repartir de zéro, nous décidons d'accorder l'amnistie à ces personnes. » Non, il n'y a aucune reconnaissance par rapport aux victimes. Et donc, ils gardent les blessures qu'ils ont en elles. Et à l'occasion, c'est vite parti qu'à leur tour, ils se disent « On ne m'a pas fait justice, je vais me faire justice moi-même. » Parce qu'on reste humain. Je vais me faire justice moi-même. Et puis, de toute façon, il y aura de l'amnistie aussi. Pourquoi il y aurait une amnistie pour les autres et pas pour nous? Et d'amnistie en amnistie, de vengeance en vengeance, et un peuple part en vrille comme ça. On obtient des résultats incroyables en prison avec les génocidaires. Et le plus curieux, c'est que nous travaillons là-dedans avec deux rescapés, une rescapée et un rescapé, qui travaillent avec les prisonniers pour cause de génocide. Et c'est eux qui obtiennent les meilleurs résultats. C'est incroyable, non? Pourquoi? Parce qu'ils le regardent et disent, voilà, au fait, tu es tombé dans un trou, tu as été manipulé, tu t'es laissé manipuler, tu as oublié qui tu es. Maintenant, je viens te rappeler qui tu es. Remember. C'est pour ça qu'on utilise ce mot-là en anglais. Remember. To remember, c'est redevenir membre. Redeviens membre, encore une fois. Tu t'es séparé, maintenant redeviens membre. Redeviens membre de notre unité. Et quand c'est une rescapée qui dit ça à un génocidaire, ça obtient son résultat. Donc, il reste humain. Ils restent humains. Ils ont été victimes de leur propre ego, comme nous sommes tous victimes de cet ego-là qui a deux. Et là, il faut vraiment étudier comment est structuré l'être humain et comment il fonctionne. C'est en fait ça la réalisation de soi. Réalisation de soi, ça veut dire me rendre compte de qui je suis devenu et puis rendre réel qui je suis vraiment. À qui sommes-nous vraiment? Ça, c'est la première question qu'il faut répondre avec les prisonniers. Et la deuxième question, c'est qui sommes-nous devenus? Est-ce que tu es prêt à te regarder dans le miroir? Qui tu es devenu? Regarde ce que tu as fait. Ça dit quoi de toi? Qu'est-ce que tu es devenu? Et maintenant, est-ce que tu es prêt à redevenir qui tu es vraiment? Notre nature, homme, a quelque chose de paradoxal. On est bon, on est aussi mauvais. À la fin du régime Khmer Rouge, enfin, dans la période intermédiaire, j'ai la possibilité de venger tous les miens, et surtout mon père. Et on m'a donné une possibilité en fusil pour tuer celui qui a arrêté mon père. D'ailleurs, était quelqu'un que je connaissais à l'école primaire dans mon pays à l'époque. Et pendant la période de colère, je prends le fusil et pour aller chercher mon ancien compagnon, camarade de l'école primaire que je n'ai pas vu depuis longtemps. Mais en descendant en bas de l'escalier, je me rendais compte que je n'ai jamais touché un fusil. Et je me rendais compte que je me dis que je dois remonter chez moi pour réfléchir un petit peu.
Et puis, c'est la nuit tombée, j'ai réfléchi, j'ai pensé à tout ce que j'ai... Et à tout ce que j'ai rencontré, comme le beauté de la vie, le kaki latin, le bord de la Seine, Ville d'Avray, Versailles, la Bretagne que j'ai connue. En arrivant en Thaïlande, quelques mois après, je me pose encore des questions. Est-ce que c'était un lâche ou c'était quelque chose de bon? Mais en arrivant en Thaïlande, en rencontrant pour la première fois les amis d'Europe qui travaillaient pour Médecins Sans Frontières, je les regardais les yeux dans les yeux comme ça. Je me dis, est-ce qu'ils me regardent comme un être humain ou et je me rends compte qu'ils me regardent comme un être humain. Et je me dis qu'ils me regardent être humain parce que je n'ai pas fouillé quelque chose. Cette question m'a taraudé toujours. Mais pour finir, j'ai raison de ne pas souiller ma vie. Et maintenant, quand je regarde mes petits-enfants, ils sont quand même fiers de moi. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a eu la justice gachacha qui avait comme intention d'être une justice réconciliante. C'est-à-dire non pas seulement punissante, mais éveillante et réconciliante. Pour essayer de demander aux gens de regarder ensemble la situation d'injustice qui a été créée et que chacun puisse reprendre sa responsabilité. Donc, il y a eu des peines, ça c'est clair, mais des peines qui essayaient de réconcilier plutôt que seulement de punir. C'est ce qui explique l'existence, ce qu'on appelle les TIG, les travaux d'intérêt général, où tu peux faire la moitié de ta peine en prison et l'autre moitié pour les travaux d'intérêt général. Donc, l'idée c'était quand même de combattre l'impunité en punissant quand même les coupables, mais aussi une punition que je pourrais appeler magnanime, où tu punis tout en redressant. Et d'ailleurs, en Kinyarwanda, le terme de prisonnier, ça veut dire umugororwa. Umugororwa, c'est quelqu'un qui est à corriger. Ce n'est pas quelqu'un qui est à punir, à faire souffrir. C'est quelqu'un qu'il faut rectifier. Voilà. Il y a eu cette justice réconciliante, qui n'a pas été parfaite, mais dont l'intention était clairement positive. Et alors, actuellement, on nous permet par exemple de travailler dans les prisons pour mettre au point une méthode pour justement rectifier ces gens-là. Et alors, nous travaillons avec les rescapés et nous travaillons avec les prisonniers, donc les criminels, qui ont été convaincus de crimes de génocide. Et ce que nous essayons de leur dire, c'est ceci, c'est de dire, voilà, l'histoire nous a jetés dans 2 trous, ou même dans 3 trous différents. Il y a le trou de la victime, il y a le trou du bourreau, et il y a le trou du tiers qui regardait et qui n'est pas intervenu. N'est-ce pas? Et nous sommes invités tous à sortir de nos trous et à avancer vers l'humain. Et quand je me mets en route vers l'humain, et toi en route vers l'humain, nous n'allons pas parcourir le même chemin, parce que nos points de départ sont différents. Mais nous allons aboutir au même endroit. Et c'est en allant vers l'humain que nous allons recréer notre unité. Le tribunal ne résout pas le problème, mais quelque part, il faut commencer par quelque chose. Si on ne juge pas, si on oublie, on efface tout, on recommence. Donc j'ai accepté d'aller témoigner. J'ai témoigné devant le tribunal il y a 4 ans. J'étais quand même content d'avoir contribué à parler des victimes. Je me dis, pour vous dire que j'ai essayé de donner un sens à ma vie. Donner un sens à ma vie, pourquoi? Il y a plusieurs raisons. La raison principale aussi, parce que mes amis prisonniers, beaucoup qui étaient mes proches,
n'ont pas dénoncé. À la fin du régime Khmer Rouge, quand j'ai commencé à travailler comme archiviste, mon but premier était de lire les confessions de mes amis. Dans la liste des gens qui ont connu les victimes n'ont pas cité mon nom. Et je me dis que j'étais un peu vexé. Mais ensuite, j'ai donné un sens à ça. J'ai donné un sens qu'ils ne m'ont pas cité parce que peut-être ils pensaient sauver ma vie. Et pour vous dire, je ne sais pas. Vous comprenez, je ne sais pas si c'était comme ça. Mais j'ai donné un sens, une réponse à leur place. Et ça me donne une force de continuer à parler, de coopérer avec vous, d'aller rencontrer les jeunes. Parce que les disparus, ma famille, mes proches et mes amis sont en moi. Quelque part, ils me guident. Vous vous souvenez, la métaphore de la justice, c'est une balance. Et pour qu'une balance soit juste, il faut que l'aiguille soit à zéro. Et l'aiguille, c'est le juge. Si le juge n'est pas à zéro, c'est-à-dire s'il fait partie de cette histoire, ou il est à gauche, ou il est à droite, déjà. Donc la balance est déjà fausse dès le départ. Comment voulez-vous obtenir un jugement juste avec une balance fausse? On fait ce qu'on peut, quoi. On fait ce qu'on peut. Mais il aurait fallu d'abord les remettre à l'endroit pour qu'ils reviennent à zéro. Et alors la justice aurait pu être... Mais ce n'était pas possible. Alors on a fait ce qu'on a pu avec des instruments qui n'étaient pas les meilleurs à ce moment-là. Voilà. Mais il y a eu aussi, évidemment, comme c'était des crimes de masse, donc c'est des crimes qui avaient touché tout le pays. Et pour pouvoir déjà arrêter la guerre, il y a eu besoin de négociations. Il y a eu besoin de négociations. Évidemment, les négociations, ce n'est pas le commun des mortels qui négocie, c'est l'élite, c'est les présidents des partis. Au départ, ils avaient négocié une amnistie temporaire, le temps de laisser la situation se calmer, de laisser la guerre s'arrêter. Et puis qu'alors après, on fasse une commission vérité et réconciliation assortie d'un volet juridique. Donc assortie d'un tribunal pour juger les criminels. Mais par la suite, évidemment, la commission vérité et réconciliation a mis plus de 10 ans à être mise en place. Et quand elle a été mise en place, le côté jugement des criminels n'y était plus. La manière dont la crise de 1993 a été gérée, ça n'a pas été géré de manière saine. Et ça ne m'étonnerait pas que la crise que le Burundi est en train de vivre aujourd'hui soit aussi liée à ça. Au fait que les victimes n'ont jamais été reconnues dans leur souffrance et qu'après, les gens en aient eu marre et aient voulu protester et que ce soit reparti pour un nouveau cycle de violence. Par exemple, aujourd'hui, on a un problème avec des jeunes qui sèment la terreur, mais ils sèment la terreur aussi parce que d'une certaine manière, on leur fait comprendre que c'est des braves, ils sont en train d'assurer la sécurité et qu'ils sont garantis de l'impunité. Ce problème d'impunité revient tout le temps. Et je pense que tant que le Burundi n'aura pas vraiment mis en avant la justice pour reconnaître ce qui est à la base des cycles de violence que le pays a vécu et continue à vivre, établir les responsabilités et voir comment casser ce cycle, ça recommencera toujours, malheureusement. Est-ce que la justice internationale, elle, est-ce qu'elle est vraiment? Je n'y crois pas. Sinon, pourquoi est-ce que Carla Del Ponte a été éjectée du tribunal pénal international? Pourquoi est-ce que le tribunal pénal international n'a fait des enquêtes que sur un côté? C'est que cette justice aussi n'est pas si à zéro que ça. C'est difficile d'être à zéro dans un génocide. Chacun essaie de camoufler sa propre responsabilité. Que ce soit la communauté internationale, elle est responsable. Que ce soit le vainqueur, il est responsable. Le vaincu est responsable. Donc, il faudrait d'abord travailler ces gens-là psychologiquement pour les ramener à zéro.
Et ça, de mémoire d'homme, ça n'a jamais été fait dans aucune partie du monde. C'est quelque chose en cours, c'est en train. C'est toujours en cours.